Yes, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo YouTube qui fait suite à la vidéo que j'ai fait lors de ma préparation à 7 week-out, si je dis pas de bêtises, où dans la première partie, je vous présentais ma séance d'eau, et dans la seconde partie, je vous avais présenté mes bilans bio à, du coup, 7 semaines de la compétition. Alors, à ce moment-là, je vous avais expliqué que, voilà, généralement, en cours d'une prépa, et plus particulièrement à 7-6 semaines d'une compétition, on s'attend à avoir des valeurs sanguines, des valeurs biologiques qui sont un petit peu déséquilibrées, effondrées. Et globalement, qu'est-ce qu'on a eu sur mes bilans bio? Que globalement, mes valeurs étaient relativement souhaitables, bien équilibrées. On avait même un cholestérol qui était plus que souhaitable pour 100% de la population. Un foie qui n'était pas forcément très stressé. Quelques valeurs qui étaient légèrement déséquilibrées, mais rien de bien méchant. Et comme quoi, on pouvait très bien faire un bodybuilding de manière saine, sans forcément déséquilibrer, déstabiliser son organisme. Bien évidemment, plus on avance dans le processus d'une prépa, et en particulier sur les dernières semaines, surtout avec l'ajout de certaines substances, et bien il arrive inévitablement un moment où ça ne devient même plus santé. Mais globalement, l'idée, c'était de maintenir ces valeurs biologiques, ces valeurs de santé, le plus longtemps possible dans les normes pour faire en sorte que votre corps reste en santé, reste performant, sèche efficacement et plus globalement maintenir un aspect santé sur le long terme. Aujourd'hui, nous sommes le 21 novembre. J'ai fait une prise de sang le 6 novembre, donc au début du mois, il y a une quinzaine de jours. Pour vérifier, après 5-6 semaines post-compétition, dernière compétition qui était à Metz le 28 septembre, qui a signé du coup la fin de la préparation et le démarrage de la phase de la mise au vert. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, bilan sanguin après 6 semaines de mise au vert pour justement voir dans quel état était ma physiologie, qu'est-ce que je peux encore modifier, améliorer, rectifier, ou est-ce que justement les voyants sont verts et je peux démarrer la suite de ma carrière d'athlète et repartir sur un cycle de masse. Donc, vous l'avez bien vu au niveau du titre de la vidéo, il y a quelques valeurs qui m'empêchent aujourd'hui de démarrer de suite à l'instant T, mais c'est qu'une histoire de 2-3 semaines, je pense. Sans plus attendre, j'arrête le suspense. On est parti pour le descriptif de ces valeurs biologiques. Et on attaque première page avec le fameux NFS, la numérotation globulaire, qui reflète la qualité, l'épaississement de votre sang, si je puis dire, en rapport direct avec vos globules rouges, les hématies. Alors, leucocytes, on met de côté. Hématies, c'est vraiment vos globules rouges. Dans vos globules rouges, il y a de l'hémoglobine qui transporte le fer. VGM, c'est tout simplement le volume globulaire de vos globules rouges, plus petits ou plus grands. Et là, qu'est-ce qu'on voit tout simplement? Eh bien, que globalement, déjà en juillet, le 19 juillet 2024, mes valeurs étaient relativement bien équilibrées. Et aujourd'hui, elles le sont toujours, que ce soit sur les hématies, l'hémoglobine, l'hématocrite. Le VGM est légèrement un petit peu plus élevé que la dernière fois, mais on est sur des valeurs qui restent très pipicha, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Je suspecte une petite anémie macrocytaire, c'est-à-dire une carence en vitamine B9, même plus globalement un petit manque de fer, mais malheureusement, je ne les ai pas fait vérifier sur ce bilan bio, donc je ne pourrais pas l'affirmer aujourd'hui. Mais globalement, voilà, il n'y a pas de problématique particulière au niveau de ma numérotation globulaire, de mon NFS. À savoir une chose, lorsque vous êtes carencé, lorsqu'il y a une carence, lorsque vos valeurs sont trop basses, on parle d'anémie, vous n'avez pas assez de globules rouges, pas assez de fer dans votre organisme. Et à l'inverse, si c'est trop élevé, si votre hématie, hémoglobine, hématocrite, VGM, au moins 2 ou 3 de ces valeurs sont élevées bien au-dessus des valeurs, des normes recommandées, on parle alors de polyglobulie. Et donc, vos globules rouges sont en trop grosse quantité ou un volume trop gros. Elles occupent trop de place dans la circulation sanguine, ce qui rend votre sang beaucoup plus épais. Et comme je l'avais expliqué dans la dernière vidéo, celle de 7 Week Out, plus votre sang est épais sur ce niveau-là, plus il devient visqueux et ça devient justement un facteur de risque cardiovasculaire. Globalement, aujourd'hui, moi, j'ai rien à craindre. Formule leucocytaire, on va mettre de côté, ça reflète votre système immunitaire. Je suis pas malade, j'ai pas d'infection. Les valeurs sont dans les normes, ça ne me concerne pas. On passe à l'urée, l'urée. Alors non, on va y venir après à l'urée. On va d'abord regarder la glycémie. Pourquoi? Je vous expliquerai après. La glycémie, plus elle est basse le matin à jeun, mieux c'est. Il faut y avoir une glycémie basse, une insuline basse. Ma glycémie est relativement basse. 0,64, on est même sur la fourchette basse qui sont indiquées. Bref, plus vous êtes bas sur la glycémie le matin, mieux c'est. Essayez d'être entre 0,80, en dessous 0,90. C'est très bien. Si vous êtes au-dessus de 0,90, 0,95, ça commence à puer.
Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Par définition, le matin, vous êtes à jeun, votre glycémie doit être au plus bas. Si elle est trop haute, ça traduit un déséquilibre au niveau de votre métabolisme glucidique, de votre capacité qu'a votre corps à gérer correctement les sucres. Notre cholestérol. Alors, le cholestérol, eh bien, il est bon. Il est bon, je vous explique pourquoi. On a un cholestérol qui est globalement en quantité suffisante, même si on pourrait être un petit peu plus haut. 1,54, c'est correct. Voilà, 1,80 en juillet, j'étais quand même un peu plus haut et c'était un petit peu plus souhaitable. Je pense très sincèrement que cette valeur de 1,80, elle est liée principalement aux AAS qui viennent contribuer d'une manière ou d'une autre, soit à la baisse, soit à la hausse, à déséquilibrer le profil lipidique. Parce que clairement, aujourd'hui, je consomme plus d'acides gras, de graisse dans mon alimentation qu'en phase de prépa. Et pourtant, mon cholestérol est un petit peu plus bas. Donc forcément, je pense que c'est lié aux AS principalement. Donc la stratégie ne va pas être d'augmenter mes acides gras sur la nutrition, mais plus de tendre de repartir sur un cycle, voir comment celui-ci évolue avec les AS à côté. On a un HDL-LDL qui est relativement très bien équilibré. On est au-dessus des normes souhaitables pour le HDL. On est à 0,46 supérieur à 0,40. Même après, on est à 0,45, c'est très bien, c'est souhaitable. Le LDL est bien élevé aussi. Rappelons une chose, c'est que le LDL, autant que le HDL, est très important. Même si on associe le LDL à un mauvais cholestérol, il n'en est rien. Les deux sont aussi indispensables l'un que l'autre. Triglycérides, la valeur de référence, c'est inférieur à 1 g. Là, on est à 0,68, c'est bien, c'est souhaitable. Après, on est à 0,47, tout à fait cohérent. Donc, un bilan, un profil lipidique souhaitable, parfaitement bien équilibré, on peut tracer. Alors, la bilirubine, qu'est-ce que c'est? La bilirubine, notez tout simplement, à ne pas s'y attarder, c'est le reflet de la dégradation de nos globules rouges. Les globules rouges ont une durée de vie, elles sont éliminées, on parle d'hémolyse. Et la bilirubine est tout simplement le déchet qui va se retrouver dans vos selles et dans vos urines. Et c'est un moyen également de vérifier qu'il y a un bon métabolisme au niveau de vos globules rouges et que globalement le foie fait très bien son travail d'élimination, de purification du sang. Voilà. Valeur dans les normes, rien à signaler. Alors, on va revenir sur l'urée qui était relativement bien équilibrée dans mon cas, et qui pourtant, l'urée est une valeur qui est tout à fait intéressante à regarder, puisqu'elle reflète directement vos niveaux d'hydratation. Une urée supérieure aux normes traduit tout simplement que vous êtes mal hydraté. Alors, vous êtes mal hydraté sur l'instant T ou que globalement, vous hydratez mal. Donc, intéressant de surveiller l'urée pour voir vos niveaux d'hydratation. 0,47, je suis dans les normes, mais on voit que je pourrais boire un petit peu plus. En même temps, j'ai été un petit peu fainéant là-dessus ces derniers temps. Toujours sur la fonction rénale, la créatinine sanguine, aucune inquiétude à avoir. C'est pas parce que vous avez une créatinine qui est un petit peu élevée que votre rein est en danger. Encore une fois, les valeurs de laboratoire, donc là 7,3, 11,8, sont des valeurs qui englobent 95% de la population générale. Et dans les 95% de la population, vous pouvez compter que peut-être grand maximum, allez, 5% font de la musculation comme nous. Donc, la créatinine est avant tout un métabolite issu du fonctionnement correct, efficace et intense de vos muscles. Donc forcément, avoir une créatinine un peu élevée quand vous faites de la musculation est tout à fait quelque chose de cohérent. Ça n'a rien à voir avec votre consommation de protéines ou votre consommation de créatine. Aucune inquiétude à avoir là-dessus. La DFG aussi. Pour la DFG, débit de filtration du glomérule. Le glomérule, c'est l'unité de filtration du rein, tout simplement. Plus elle est haute, mieux c'est. 95,8 ml par minute. On est sur des valeurs tout à fait souhaitables, clairement. Donc, au niveau du rein, entre l'urée, créatinine et DFG, on a un rein qui fonctionne très bien. Ah, nos transaminases. Alors, les transaminases, on les associe tout le temps au foie. Ce n'est pas vrai. Les transaminases, oui, peuvent refléter un stress hépatique, un stress du foie, lié à la prise de certains produits ou certains médicaments, d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier. Mais également, ils sont liés à une activité musculaire, cardiaque, muscle cardiaque et muscle squelettique, intense. Donc, un sportif qui s'entraîne avec une forte intensité à chaque entraînement a naturellement une sécrétion, une libération de transaminases un peu plus élevée. Donc, on parle de valeurs qui sont légèrement au-dessus des normes de laboratoire, au-dessus des 40. Donc, pas d'inquiétude à avoir si vous vous entraînez dur, même sans prendre de produits, vous voyez que vous avez des transaminases un petit peu élevées. C'est tout simplement le stress métabolique classique de vos muscles, de votre cœur. Aucune inquiétude à avoir. Là, 70-98, on n'est pas sur des valeurs pipi de chat, il faut encore qu'elles baissent un peu. Mais globalement, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On est sur des valeurs qui sont très similaires à celles que j'ai pu avoir en juillet 2024, donc pendant ma prépa.
sachant que par la suite, il y a eu un apport d'éléments, de molécules, on va dire, beaucoup plus agressives. Et depuis, ben, je suis même quasiment sûr, ces valeurs étaient montées entre-temps bien plus haut, elles sont redescendues. Donc là, on est sur une bonne courbe, on va dire, de régression. Elles vont continuer à baisser au fur et à mesure du temps. Je n'ai pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Concernant les gamma GT, ça ne nous regarde pas forcément directement dans le cas du bodybuilding, sauf pathologie. Mais globalement, les gamma GT, ça reflète surtout une intoxication dite alcoolique. Pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. Le FIB4, alors contrairement aux transaminases, lui est directement lié au foie et reflète des lésions, carrément des lésions hépatiques. Donc quand vous avez les transaminases qui sont au-dessus des valeurs indiquées, là vous pouvez vous indiquer. Tant qu'elles sont en dessous, ça veut dire qu'il n'y a pas de lésion proprement parlée hépatique, comme dans le cas d'un cancer par exemple, ou d'une cirrhose, etc. Donc pas d'inquiétude à avoir à ce moment-là, mais c'est toujours intéressant de le faire vérifier, surtout quand il y a une prise de molécules qui peut être relativement agressive pour le foie. Phosphatase alcaline reflète tout simplement la quantité, vos stocks d'ions bicarbonate dans votre organisme qui peuvent justement contribuer à réguler votre pH. Donc toujours intéressant d'avoir des phosphatases alcalines suffisamment élevées. Et on arrive à la partie hormonale avec notre oestradiol. Alors l'oestradiol, pourquoi est-ce qu'il est un petit peu plus élevé aujourd'hui alors que pendant la prépa, il était à 51? Lors de ma prépa, eh bien, j'ai de suite constaté une petite sensibilité accrue au niveau de ma glande mammaire, donc forcément avec les AS. Aromatisation un petit peu plus poussée, sensibilité un petit peu élevée, forcément je me doutais que j'avais les oestrogènes un petit peu trop élevés. On a pris les devants avec Vincent, on a directement mis en place le nécessaire pour justement éviter que mes oestrogènes montent trop et impactent l'aspect santé, l'aspect progression, etc. Donc forcément quand et ça c'était bien avant de faire un bilan, et forcément quand je suis arrivé au bilan bio, que j'ai fait faire mes analyses le 19 juillet, et bien forcément j'avais des valeurs qui étaient quand même cohérentes, légèrement au-dessus des 40 indiquées, souhaitées, mais en même temps, c'est des valeurs qui sont relativement souhaitables dans le cadre du bodybuilding. Je crois que j'avais fait une vidéo sur le sujet. Donc là aujourd'hui, 98, qu'est-ce qui explique ça? Eh bien forcément, avec l'arrêt de la prépa, j'ai également arrêté les anti-oestrogènes. Et forcément, j'ai été aussi, je l'avoue, en toute transparence, j'ai été un peu moins rigoureux sur mon protocole de cruise, sur les prises, et donc forcément je fais un petit peu le yo-yo sur mon système hormonal avec la testo en ce moment. C'est pas bien, c'est pas du tout optimal, donc je plaide complètement coupable, c'est ma faute aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, les pics hormonaux qui se passent dans mon organisme ont naturellement tendance à faire monter les oestrogènes beaucoup plus facilement, même en période de cruise, même pour des valeurs qui sont relativement physiologiques. Donc qu'est-ce qui se passe là? Ben, tout simplement, à cause de ces variations, mon corps a tendance à faire un petit peu trop d'oestrogènes. Pour autant, je n'ai pas de sensibilité accrue au niveau de la glande mammaire comme j'ai pu l'avoir dans le passé. Je me sens relativement bien, niveau libido, j'ai de la forme. J'ai la force physique, j'ai la forme, je me sens bien moralement. Donc voilà, pas d'effet secondaire, du moins à cet instant T, en lien avec ce taux d'oestrogène. Donc pour l'instant, on ne va pas faire grande modification dessus. Ça viendra peut-être après quand on va réattaquer la phase de masse. L'insuline, on l'a vu, associée à la glycémie le matin, plus elle est bas, mieux c'est. C'est le cas aujourd'hui. Le quickie et l'OMA, ce sont des valeurs qui permettent justement d'apprécier votre résistance et votre sensibilité à l'insuline. Plus le OMA est bas et plus le quickie est haut, mieux c'est. Et en fait, c'est même tout à fait souhaitable d'avoir des valeurs de OMA inférieures aux normes de laboratoire et des valeurs de quickie supérieures aux normes de laboratoire, chose qui manque aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, je peux envoyer à balle sur les glucides, mon corps va super bien les gérer. Et on arrive à la dernière valeur qui a foutu en l'air tous mes espoirs de repartir très rapidement sur ma prochaine phase de masse. Et je vais vous parler d'une molécule, du moins d'un dosage sanguin qui est très peu connu aujourd'hui du grand public et qui pourtant a tout son intérêt, surtout dans le cas du bodybuilding. D'autant plus si vous n'êtes plus naturel. On va parler du LDL oxydé. Alors, comme je l'avais expliqué précédemment, le LDL, c'est tout simplement la protéine de transport qui transporte votre cholestérol du foie jusqu'aux tissus. Les tissus qui sont demandeurs, eux, de cholestérol. Et le HDL, notre bon cholestérol, eh bien lui, notre autre protéine de transport, lui ramène l'excédent de cholestérol jusqu'au foie pour qu'il soit éliminé ou recyclé. Parmi ce LDL, celui qui transporte jusqu'au tissu, eh bien, il y a une part de ce LDL qui est oxydé. C'est un processus normal, physiologique, mais qui a beaucoup plus tendance à larguer, déposer sa charge de cholestérol sur la paroi des vaisseaux, et du coup qui est à l'origine de tout le risque athéromateux, la fameuse plaque de cholestérol. On parle d'athérome, l'athérosclérose. Ce LDL oxydé, bien qu'il ce soit quelque chose de physiologique, doit être relativement contrôlé sur les valeurs en termes de normes, parce que s'il est trop élevé, votre risque cardiovasculaire est beaucoup trop élevé.
Alors moi, clairement, je suis à 87, valeur comprise entre 18 et 73. On est sur des valeurs relativement légèrement au-dessus des normes. Il n'y a pas trop à s'inquiéter. Je ne m'inquiète pas forcément trop par rapport à ça. Mais encore une fois, mon objectif, c'est de faire du bodybuilding sur le long terme. Et pour ça, je veux m'assurer de faire les choses intelligemment, proprement, à chaque étape de ma préparation. Et donc, je vais quand même attendre d'avoir un LDL qui soit redescendu suffisamment bas pour attaquer. Pourquoi est-ce que mon LDL oxydé, me demanderez-vous, est-il haut alors que mon cholestérol, mon bilan lipidique est super bien équilibré? Un bilan lipidique, cholestérol HDL, LDL total et triglycérides bien équilibrés reflète un excellent équilibre au niveau de votre nutrition, de votre alimentation. Qu'est-ce qui va faire oxyder votre LDL? C'est particulièrement le stress oxydatif, tout son petit nom. Le stress oxydatif, comme j'en ai parlé dans la dernière vidéo sur le biquinol, est directement lié à votre quantité de radicaux libres dans l'organisme. Les radicaux libres sont des métabolites, des molécules issues du fonctionnement correct de votre corps, mais qui, par une activité trop importante, libèrent trop de radicaux libres. Ces radicaux libres peuvent attaquer directement la membrane de vos cellules, votre matériel génétique, également attaquer votre LDL et l'oxyder, et donc favoriser le risque cardiovasculaire. Donc, il va falloir aujourd'hui que je mette en place une stratégie beaucoup plus poussée, et j'ai déjà commencé à le faire, sur les antioxydants. Les antioxydants, comme on l'a vu la dernière fois, ça tombait plutôt bien d'ailleurs, avec le biquinol, mais également donc le coenzyme Q10, mais également le NAC pour augmenter les taux de glutathion peroxydase, également jouer sur la vitamine E, le ALA, la curcumine, également le resveratrol que je prends depuis peu aussi, et également la vitamine C. Et en toute transparence, je pense que c'est le manque de vitamine C qui a fait que mon LDL oxydé est monté beaucoup plus facilement. Pourquoi? Parce que j'ai jamais eu de LDL oxydé jusqu'à présent, très important, très haut, avec une supplémentation de 5-6 grammes par jour, répartie en plusieurs prises, à base de vitamine C Rosip, donc vitamine C qui est combinée aux flavonoïdes. Là, depuis peu, je suis passé sur une autre forme, enfin depuis la fin de la prépa, je suis passé sur une autre forme de vitamine C parce que j'ai déconné dans ma commande, je me suis trompé et j'ai commandé une formule simple de vitamine C qui n'était pas labellisée, qui est nature, qui n'est tout simplement pas associée au Rosip et aux flavonoïdes. Et depuis, je tourne avec ça. Donc, je me dis, bon, je vais finir la boîte et je repasserai après sur celui que je préconise. Mais voilà, dans le passé, j'avais déjà constaté que seul la vitamine C Rosip permettait de faire monter les taux sanguins, ou alors consommer des fruits tels que orange, des agrumes très riches en vitamine C. Mais sinon, voilà, la forme de supplément Rosip est la plus adaptée pour faire monter les taux de vitamine C. Et la preuve en est encore aujourd'hui, je pense très sincèrement que mes taux sont relativement bas et à l'origine de cette oxydation un petit peu plus poussée. Donc, stratégie, me bourrer d'antioxydants, bien évidemment. Comme j'ai dit, je suis déjà sous le NAC. Bon dosage, je suis à 1 gramme quasiment par jour. 200 mg du biquinol labellisé Kaneka. Resveratrol, pareil, 200 mg. Vitamine C, j'en ai recommandé. Donc, du coup, là, on va passer sur du 6 grammes directement réparti. J'ai 6 repas, 1 gramme par repas, directement avec du Rosip. Également curcumine, qui est déjà compris dans mon stack santé. Et puis voilà, on sera déjà pas mal pour rectifier tout ça, faire baisser ces taux de stress oxydatif, faire baisser ces taux de radicaux libres. Et je pense que d'ici 2-3 semaines, on devrait pouvoir remesurer ces valeurs et s'apercevoir qu'on est revenu sur quelque chose d'un petit peu plus physiologique. Et on va pouvoir ensuite réattaquer la prochaine phase de masse qui va durer bien 1 an, je pense, avant de remonter sur scène. Voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Donc voilà, pas d'inquiétude, je suis en bonne santé globalement. Il y a quelques valeurs que je veux encore mettre au vert pour m'assurer d'être tout propre, si je puis dire, avant d'attaquer quoi que ce soit. Je vous invite déjà à liker cette vidéo, me mettre en commentaire si vous avez aimé, si vous avez des questions, s'il y a d'autres sujets que vous aimeriez que j'aborde dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas également à la partager, surtout à la partager auprès de personnes qui en auraient très probablement besoin. Si vous avez compris ma dynamique au travers de ces vidéos, c'est tout simplement sensibiliser le plus possible sur toutes les thématiques, sur tous les dangers du bodybuilding. Parce que je pense que c'est un très beau sport avec de très belles valeurs, mais qui aujourd'hui est mal pratiqué dans la plupart des cas. Et je tiens vraiment à pouvoir amener ma pierre à l'édifice pour contribuer à un bodybuilding plus sain, plus respectueux de sa santé, à la fois physique mais également mentale, et qu'on puisse tous évoluer dans la même barque, avancer, communiquer de l'information, apprendre, désapprendre des fausses informations. Et puis voilà.
N'hésitez pas également à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Et sur ce, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.